Imagine, tu veux truquer une coupe du monde, mais pas avec des flingues ni avec des mallettes de billets qu'on s'échange dans un parking lugubre. Non, tu veux faire un truc bien plus propre que ça. Alors d'abord, tu commences par choisir un lieu, de préférence un pays qui n'a jamais rien gagné sur un terrain de foot, et si possible qui a des milliards à investir, le tout avec un gouvernement qui veut se faire mousser devant le monde entier. Ensuite, tu passes quelques coups de fil pour t'assurer que les bonnes personnes sont aux bons endroits. Par exemple, avoir la même personne à la tête de ta fédération et dans la plus grosse instance du foot mondial, ça peut aider. Et enfin, il te faut des sponsors locaux qui arrosent tous ceux qui préparent le tournoi. Avec tout ça, bravo, tu as posé les bases pour truquer un mondial. Il te manque seulement la pièce maîtresse, la Coupe du Monde elle-même. Et justement, à l'été 2002, elle décide de s'installer en Asie, dans un continent et deux pays qui ne l'ont jamais accueilli, le Japon et la Corée du Sud. Porté par la FIFA de Sepp Blatter, ce mondial est vendu comme une nouvelle ère. Mais très vite, le tournoi commence à ressembler à un énorme jeu truqué. Pour comprendre ce qui va se passer sur les terrains cet été-là, il faut d'abord remonter un peu en arrière. Parce que cette Coupe du Monde, elle commence pas réellement en 2002, mais plutôt en 1996, et plus précisément le 31 mai. Ce jour-là, la FIFA prend une décision historique. Pour la première fois de son histoire, une Coupe du Monde va se jouer sur un nouveau continent, l'Asie. Et pas dans un seul pays, mais dans deux en même temps, au Japon et en Corée du Sud. Le mondial se disputera donc pour la première fois hors de l'Europe et du continent américain. Et ce choix, il est pas franchement anodin. À la tête de la FIFA, c'est Jouan Havelange. Mais il y a un homme qui monte et qui va faire pression pour ce vote, c'est Sepp Blatter. Secrétaire général de la FIFA depuis 1981, il est élu président 2 ans après cette décision et le Suisse a une vision très claire pour l'avenir du football. Il doit devenir un produit mondial. Il veut voir des audiences, des sponsors, de l'argent. Et pour ça, il reste un territoire à conquérir. Le continent asiatique. On a des centaines de millions de téléspectateurs potentiels, des marques avec des énormes budgets et des fédérations qui attendent un tel événement depuis des années. Mais il reste un problème. La FIFA peut rêver d'Asie autant qu'elle veut. Si personne ne soutient le projet, il se passera rien. Pour que ce pari match, il lui faut une garantie. Il faut que le tournoi fasse rêver, qu'il crée des histoires et qu'il donne envie aux téléspectateurs asiatiques de regarder du foot par la suite. Alors pour réussir, il te faut des alliés. Et l'allié parfait, c'est Chung Moon-jeon. Président de la fédération coréenne depuis 1993, il siège au comité exécutif de la FIFA depuis 1994 et depuis des années, il fait du lobbying pour avoir la Coupe du Monde en Corée. En coulisses, c'est lui qui a construit la K-League, qui a modernisé le foot coréen et qui a recruté à prix d'or le coach Gus Hiddink. Il veut donc que son pays arrive prêt pour ce mondial. Et aussi, on va pas se mentir, faire un peu de business. Sixième fils du fondateur du groupe Hyundai, c'est l'une des plus grosses entreprises du pays. Et en 99, elle devient partenaire officiel de la FIFA. De quoi être présent sur tous les panneaux publicitaires, dans tous les stades et sur toutes les télés. Alors avec ce groupe au milieu du projet, le deal est quasiment conclu. On a d'un côté Blatter avec une FIFA qui veut réussir en Asie, de l'autre Chung Moon-jeon, allié de la FIFA et l'un des hommes les plus puissants de la Corée. Il nous manque juste un élément, le gouvernement coréen lui-même. Et ça tombe bien, le président Kim Dae-jung est plutôt motivé. Pour son pays qui sort de plusieurs années de guerre, de dictature et de crise économique, le mondial peut servir de vitrine. C'est une occasion en or pour montrer sa modernité et sa capacité à organiser un événement mondial. Alors il va investir 2 milliards de dollars dans plus de 10 stades pour accueillir ce tournoi. Et quelques années plus tard, tout le décor est en place. On est le 31 mai 2002, Kim Dae-jung se tient à côté de Sepp Blatter, le mondial au Japon et en Corée peut commencer. Et justement, en parlant de Coupe du Monde, on est actuellement en plein dans celle qui se joue aux États-Unis, sauf qu'il y a un problème. En France, M6 ne diffuse pas tous les matchs du mondial. Si vous voulez regarder la Corée du Sud par exemple, faudra payer un abonnement supplémentaire. Mais grâce à CyberGhost VPN, en 2 clics, vous vous connectez en Belgique, vous allez sur la RTBF qui diffuse tous les matchs gratuitement et vous regardez les guerriers Taeguk tranquillement. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs et plus de 20 000 avis excellents sur Trustpilot, c'est l'un des VPN les plus fiables du marché. Vous pouvez changer votre localisation parmi plus de 100 pays et accéder aux émissions et résumés du monde entier. En plus, CyberGhost chiffre votre connexion et masque votre adresse IP, ce qui renforce votre confidentialité en ligne, notamment sur les Wi-Fi publics. Ça fonctionne sur Windows, Mac, iPhone, Android, Smart TV et protège jusqu'à 7 appareils avec un seul abonnement. Via mon lien en description, vous avez 83% de réduction, 4 mois offerts et une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Et maintenant qu'on a réglé le problème
problème pour regarder les matchs, on peut analyser cette Coupe du Monde. Et sur le papier, les favoris sont assez clairs. Déjà, on a l'équipe de France, championne du monde et championne d'Europe en titre. Entre les Zidane, Vieira, Trezeguet ou Desailly, c'est peut-être la meilleure équipe du monde à cette époque. Ensuite, on a l'Argentine qui débarque avec Batistuta, Crespo, Verón, Ortega et Aymar. Une génération de fous sur le papier, considérée comme l'une des plus talentueuses du foot argentin. On a aussi l'Italie avec Buffon, Nesta et Vieri, l'Espagne avec Raúl, Morientes et Xavi, ou le Portugal de Figo, Rui Costa et Pauleta. Bref, toutes les grandes nations sont là, toutes avec leurs meilleurs joueurs. Sur le papier, c'est forcément l'une de ces équipes qui va gagner. Sauf que dès les premiers jours, il y a des problèmes. Par exemple, la France commence son tournoi par une défaite contre le Sénégal. Papa Bouba Diop ouvre le score à la 30e, puis les Lions de la Teranga ferment le match. 1-0 score final. Laissé pendant la prépa, Zidane était absent et ne revient que pour le 3e match. Les Bleus n'ont pris qu'un seul point, n'ont toujours pas marqué dans le tournoi, et contre le Danemark, Zizou revient trop tôt, il est trop diminué, la France repart bon dernier avec 0 but marqué. C'est simple, à ce moment-là, c'est la pire sortie de l'histoire pour un tenant du titre. Et le truc, c'est que c'est pas les seuls à faire un tournoi catastrophique. L'Albiceleste tombe dans le groupe de la mort avec l'Angleterre, la Suède et le Nigeria. Elle perd contre les Anglais sur un penalty de Beckham, puis elle fait match nul contre la Suède dans les dernières minutes. Résultat, elle aussi, elle se retrouve dehors. Il y a même un 3e favori qui saute. Portugal, tombé dans le groupe de la Corée du Sud, ils ont pris 3 points après 2 matchs. De leur côté, les Sud-Coréens en ont 4, tout comme les Américains. Et le dernier match de poule, c'est Portugal-Corée du Sud. Autant dire que le match, il est capital. Celui qui gagne 28e, l'autre, il rentre à la maison. Et à ce petit jeu, c'est les Portugais qui vont imploser. João Pinto se prend un rouge à la demi-heure, puis Beto en prend un autre à l'heure de jeu, et 4 minutes après, à 9 contre 11, Ji-sung Park marque le but de la qualif. À peine la phase de poule terminée, on a déjà 3 favoris dehors. Et ces éliminations en elles-mêmes, elles sortent pas vraiment de nulle part. Pour les joueurs qui évoluent en Europe, entre le calendrier à rallonge, le décalage horaire, la chaleur et l'humidité asiatique, les organismes n'ont pas résisté. Pourtant, il y a quand même une équipe qui n'a pas du tout été affectée par tout ça. C'est la Corée. Il y a un mec qui justement avait prévu ce coup-là, c'est Gus Hiddink. Débarqué en Corée en 2001, le néerlandais arrive avec un constat simple. Les joueurs ont du talent, mais ils n'ont pas de conditions physiques. Aucun d'entre eux ne pourra tenir face au top 10, surtout vu la météo qu'on annonce pour le tournoi. Alors il met en place un nouveau style d'entraînement. Il change les régimes alimentaires, instaure une culture du pressing et impose de l'intensité. Le but est simple, pouvoir résister le plus longtemps possible, même face à des équipes censées être plus fortes que toi. Puis ensuite, miser sur des joueurs clés comme Jung Won-han, l'attaquant formé à Pérouse, Woon Jae-lee, le gardien solide et décisif sur sa ligne, et surtout Ji-sung Park, 21 ans à ce moment-là, qui deviendra ensuite un pilier du United des années 2010. Résultat, les Sud-Coréens arrivent prêts et frais pendant que les autres nations sont en perdition. Elle qui n'avait jamais gagné un seul match de Coupe du Monde, elle se retrouve première de son groupe et en 8e de son mondial. Et forcément, tout le pays est en feu. Les Red Devils, les supporters de la Corée comme on les appelle, sont partout, dans les rues, dans les bars, au stade, toute la nation se prend de passion pour son équipe. Et pour la FIFA, c'est le scénario rêvé. Chaque victoire de la Corée fait monter les audiences. Lors du premier match contre la Pologne, plus de 14 millions de Coréens ont regardé la rencontre, soit 56% de la population totale. Alors forcément, quand le 8e de finale arrive et qu'en plus l'adversaire s'appelle l'Italie, on se frotte déjà les mains. Et c'est là justement que ça va devenir intéressant. On est le 18 juin 2002 au stade de Daejeon. L'Italie arrive sans Nesta blessé et Cannavaro suspendu. Mais ça reste quand même l'Italie. Triple championne du monde, elle a Buffon dans les cages, Maldini en défense et Vieri ou Del Piero en attaque. Sur le papier, il devrait même pas y avoir de match. Dans les tribunes, les 38 000 supporters coréens sont chauds, les personnalités sont toutes arrivées, le match peut commencer. Et ça démarre assez fort. Dès la 4e minute, Byron Moreno donne un penalty pour la Corée. La faute est pas franchement évidente, mais Han se présente face à Buffon. L'Italien l'arrête et le match est lancé. Quelques minutes plus tard, corner pour l'Italie. Totti le bot, tête de Vieri, ça fait 1-0 pour les Transalpins. Globalement, c'est plutôt logique. En première mi-temps, l'Italie joue bien et gère tranquillement le match. Sauf qu'en deuxième mi-temps, les choses commencent à vriller. À la 49e, dans un duel, Kim Tae-yong donne un coup de coude dans la face de Del Piero, dans sa propre surface de réparation. Pourtant, l'arbitre Moreno ne donne pas de carton, ni de penalty. Puis à la toute fin de match, la Corée pousse et à la 88e minute, Seol Ki-yeon égalise. Un partout, on part en prolongation.
et le match va petit à petit basculer dans la folie. Au final, elle se retrouve à 10 pour la fin de match. Et c'est pas fini. À la 110e minute, Damiano Tomassi part en profondeur, dribble le gardien et marque dans le but vide. Sauf que l'arbitre a déjà levé son drapeau pour signaler le hors-jeu. Sauf que Tomassi, il est pas hors jeu. Et ce but, avec la règle du but en or, il envoyait l'Italie en quart de finale direct. Sur le banc italien, Trapattoni, il en peut plus. Entre les occasions, les pénaux, le rouge et le but refusé, ça commence à faire beaucoup. Et ça va même être la goutte de trop. À la 117e minute, la Corée pousse, envoie un centre dans la surface, Anne s'élève plus haut que tout le monde, place sa tête, Buffon est battu, l'Italie est sortie et la Corée toujours en vie. Tout le pays est en feu, ça célèbre, ça chante, ça danse, mais à la sortie des vestiaires, c'est pas du tout la même ambiance. Trapattoni dit que le vainqueur aurait dû être l'Italie. Le commentateur de la RAI parle de vol complet. Même le ministre de l'époque, Franco Frattini, y va de son commentaire. L'arbitre a été une honte absolue. On dirait qu'ils se sont assis autour d'une table et ont décidé de nous éliminer. Le lendemain, la Gazzetta dello Sport consacre sa une à Moreno et le désigne comme le pire arbitre de tous les temps. Et au total, c'est plus de 400 000 emails qui sont envoyés à la FIFA dans les jours qui suivent. C'est tellement le déluge que les serveurs de la Fédé vont finir par lâcher. Bref, tout le monde veut la tête de Moreno. Alors face à cette déferlante, Sepp Blatter est obligé de prendre la parole. Et pour le coup, il va faire un truc assez bizarre, puisqu'il va dézinguer l'arbitre. Il lâche que l'arbitrage a été le seul point négatif de ce match, il reconnaît que des erreurs consécutives ont été commises contre la même équipe, et il tape directement sur les assistants, qu'il qualifie de catastrophiques, surtout sur le hors-jeu. Autrement dit, même le président de la FIFA va dans le sens des Italiens. Mais Moreno, lui, il assume complètement. Je referai exactement la même chose. Je n'ai même pas besoin de revoir les images. Alors vous allez me dire, de toute façon, dans un match de foot, il peut se passer pas mal de dingueries. Il y a des erreurs d'arbitrage, il y a des fautes limites, il y a des débats, ça a toujours existé et ça peut arriver. Une fois, mais pas deux quand même. Si, deux. En attendant, la Corée, elle continue sa route. La machine est lancée et la question qu'on peut se poser, c'est: est-ce que quelqu'un va l'arrêter? Peut-être l'Espagne, puisque c'est son adversaire pour les quarts de finale. Après avoir galéré à sortir l'Irlande au tour d'avant, la Roja est quand même largement favorite, et ça va se voir sur le terrain. L'Espagne de Raúl, Morientes, Luis Enrique et Xavi domine le match dans les grandes largeurs. Sauf qu'elle n'arrive pas à marquer. Elle se fait à chaque fois bloquer par la défense sud-coréenne jusqu'à la 48e minute. Sur un coup franc, Ruben Barara place une tête, ça finit au fond, mais Al Gandour, l'arbitre égyptien du match, siffle une faute espagnole qui n'est pas ultra flagrante sur les ralentis. Puis la Roja continue de pousser, elle multiplie les occasions. Il n'y a rien qui rentre. Alors direction les prolongations, où dès la 92e, il va se passer une dinguerie. Joaquin déborde sur le côté droit, centre pour la tête de Morientes, ça fait 1-0 pour l'Espagne. La Roja est qualifiée, la Corée est dehors. Sauf que non, l'arbitre de touche indique que le ballon est sorti du terrain. Et je sais pas comment le mec a fait pour voir le ballon dehors, mais il était bien sur le terrain. Camacho, le sélectionneur espagnol, est furieux, mais rien ne change, et forcément, quand la chance n'est pas de ton côté, ça finit par payer. Le match va jusqu'au tir au but, Joaquin, comme un symbole, rate son péno, les Coréens, eux, n'en loupent aucun, la Corée est en demi-finale de son mondial, et l'Espagne rentre à la maison. Dans la foulée, les critiques sur l'arbitre vont être encore plus fortes qu'au tour d'avant. Le journal AS titre le vol, Camacho le sélectionneur ne s'en remet pas, et certains journalistes pointent du doigt Al Gandour, l'accusant d'avoir reçu une voiture en cadeau de la fédération coréenne. L'arbitre, évidemment, nie catégoriquement, mais force est de constater que l'ambiance commence à devenir toxique. Ça fait 2 matchs avec 2 arbitres différents face à 2 grandes nations avec des décisions ultra bizarres. Et à chaque fois, ça profite à la même équipe, la Corée. Mais elle s'en fout, pour la première fois de son histoire, elle est dans le dernier carré d'un mondial, donc osef. Et elle va encore affronter un gros morceau, l'Allemagne, emmenée par Ballack, Kahn ou Klose. Elle vient de sortir le Paraguay, puis les États-Unis, à chaque fois sur un 1-0. Et encore une fois, c'est elle la favorite, pas la Corée du Sud. Mais au stade de Séoul, devant 65 000 personnes, on se dit que l'exploit est encore possible. Sauf que cette fois-ci, tout va se passer comme prévu. La Mannschaft joue un football rugueux, solide, organisé, et à la 75e minute, Neuville déboule sur le côté droit, envoie un ballon en retrait que Ballack reprend, 1-0 score final, l'Allemagne est en finale du mondial, la Corée est éliminée. Et pour une fois, il n'y a pas vraiment de débat à la télé. Dans ce match, on n'a pas eu de polémique arbitrale, pas de but refusé ou d'expulsion douteuse. Non, on a eu un match classique que l'Allemagne gagne et mérite de gagner. Et ça,
c'est important de le préciser, parce que ça montre que la Corée n'avait pas besoin d'être contre tout le monde, juste contre certaines équipes au bon moment. D'ailleurs, elle en aurait peut-être eu besoin pour son match pour la 3e place contre la Turquie, puisqu'elle perd 3-2 avec au passage le but le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde signé Hakan Şükür au bout de 11 secondes de jeu. De son côté, l'Allemagne affronte le Brésil de Ronaldo en finale, mais El Phénoméno, de retour de blessure après 2 ans de galère, plante un doublé et envoie le Brésil chercher sa 5e étoile. Au global, les Auriverdes ont dominé cette Coupe du Monde, et ils ont quand même profité d'un tableau final où 2 grosses nations se sont fait sortir dans des conditions bizarres. Et ça, même après la fin du mondial, ça va encore faire parler. Quelques semaines après le tournoi, la FIFA sort son premier bilan, et d'un point de vue économique, il est parfait. On parle de 1,5 milliard de téléspectateurs dans le monde, avec la Corée du Sud, la Thaïlande et la Chine qui forment le top 3 des audiences. Pour 3 pays qui d'habitude s'intéressent très peu au foot, c'est énorme. La FIFA, quant à elle, clôture son bilan comptable avec un excédent de 115 millions de francs suisses et un chiffre d'affaires de 2,7 milliards. Blatter est satisfait, les 2 pays sont contents, bref, le pari asiatique est un succès. Sauf qu'il y a un problème. Il concerne le bilan sportif. Dans un autre document, l'instance publie son rapport technique sur le tournoi, un PDF de 286 pages détaillant les bons et les mauvais points de l'organisation. Et quand on regarde le paragraphe concernant l'arbitrage, la FIFA l'a considéré comme bon. Quoi ? Comment ça, mon ref ? C'est-à-dire qu'on a eu 2 pays éliminés, on sait pas trop comment, des suspicions de corruption et même Blatter qui critique les arbitres en Mondovision, mais le rapport dit que c'était bon. Il y a seulement une note de bas de page qui précise que ce sont les arbitres de touche qui ont été responsables de la plupart des erreurs. On n'a donc aucune remise en question, ni même d'enquête sur ces soupçons. Alors, les arbitres, ils vont reprendre leur vie. Byron Moreno, l'arbitre d'Italie-Corée, rentre en Équateur. Il continue d'arbitrer, mais 2 mois après, sa fédération le suspend 20 matchs. Lors d'un match local, il a ajouté 13 minutes de temps additionnel pour permettre à une équipe de gagner. 1 an plus tard, il est de nouveau suspendu après avoir expulsé 3 joueurs du même club. Et la FIFA le raye définitivement de sa liste. On se dit donc que pour Moreno, son cas est réglé, mais en 2010, il va réapparaître pour des raisons assez sombres. Il est arrêté à l'aéroport JFK de New York avec 6 kilos d'héroïne cachés dans son slip. Alors il plaide coupable et la justice le condamne à 30 mois de prison. Et en apprenant la nouvelle, Buffon dira simplement « 6 kilos de drogue, il les avait déjà en 2002, mais pas dans son slip. » Dans son organisme. Puis 20 ans après les faits, en 2022, Byron Moreno a accepté de s'exprimer sur ce match contre l'Italie. Et autant vous dire que le gars, il est toujours aussi perché, puisqu'il a comme une sortie. C'était l'une des 3 meilleures performances de ma carrière, je me mets 8,5 sur 10. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir donné un carton rouge à un joueur coréen sur une action contre Zambrotta. De son côté, Gamal Algandour, l'arbitre de Corée-Espagne, ne sera plus jamais désigné par la FIFA. Il prend même sa retraite juste après le tournoi, et des années plus tard, il affirme que la FIFA lui avait donné 8,7 sur 10 pour ce match. Ces deux-là, ils sont responsables du plus grand scandale arbitral de l'histoire du mondial, mais les deux se notent avec des 8 sur 10, et aucun des deux ne s'est pris une enquête aux fesses, jusqu'en 2015. Cette année-là, une information va ressortir et relancer toutes les théories du complot. Le Corriere dello Sport publie un article disant que les arbitres des 2 matchs ont été désignés par un seul mec, Jack Warner. Pendant 20 ans, le Trinidadien est l'un des hommes les plus puissants de la FIFA. Vice-président de l'organisation et président de la CONCACAF, il avait plusieurs casquettes. Et selon le journal italien, c'est lui qui aurait personnellement choisi Algandour pour arbitrer le quart Espagne-Corée et qui aurait fait venir son compatriote trinidadien Mikel Ragunat comme assistant de touche. Le même qui a levé le drapeau sur le but de Morientes. Alors forcément, cette info n'a jamais pu être prouvée puisqu'il n'y a pas eu d'enquête. Mais au vu de ce que Warner avait déjà fait, il y a quand même de gros doutes. En 2011, il avait dû démissionner de la FIFA, étant soupçonné d'acheter des votes pour l'élection présidentielle. Et en 2015, lorsque l'article est publié, les États-Unis le poursuivent pour corruption, blanchiment d'argent et fraude dans une affaire de pot de vin à plus de 150 millions de dollars. Puis quelques mois plus tard, la FIFA l'exclut à vie du football et actuellement, Warner est toujours à Trinidad, se cachant pour pas être extradé vers les États-Unis. Ce mec aurait peut-être pu nous donner des indices, des pistes, mais au final, c'est juste un pion parmi un système où les décisions qui comptent se prennent bien avant le coup d'envoi, dans des bureaux, lors des votes ou autour de tables où personne ne parle de foot. Parce que 20 ans après, les questions, elles sont toujours là. On n'a eu aucune réponse, ni procès, et encore moins des aveux. Le foot a juste continué comme si de rien n'était, et c'est ça la force d'un système bien huilé. Il n'a pas besoin que tout le monde soit coupable, il a juste besoin que personne ne pose trop de questions.
Voilà, c'était ma petite enquête sur ce mondial 2002 qui avait fait pas mal parler, j'espère qu'elle vous a plu. 20 ans après, on sait toujours pas si c'était juste des coïncidences ou des choses un peu plus frauduleuses. Alors j'attends vos avis en commentaire, aussi comme d'hab, petit pouce bleu, petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Avant de partir, n'oubliez pas l'offre CyberGhost VPN en description avec 83% de réduction et 4 mois offerts en ce moment. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est l'un des VPN les plus fiables du marché. Ça sécurise votre connexion, protège votre vie privée et vous donne accès aux matchs du mondial de n'importe quel pays en quelques clics. Le tout avec une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours, donc zéro risque. Le lien est dans la description. Et sinon, petit rappel, si vous voulez suivre l'actu foot, chaque lundi matin j'envoie un mail qui résume toute l'actu de la semaine. Le lien est aussi dans la description, c'est gratuit. Sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bisous.